On va passer tout de suite à la première table ronde. Première table ronde donc avec les institutions, comment renforcer la coordination entre les différents acteurs institutionnels, tous ces acteurs qui s'occupent de définir et de soutenir les stratégies export de nos entreprises, qui fait quoi exactement, qui travaille avec qui soutient quoi, quelles filières, quelles technologies clés, quelles entreprises, quelle taille d'entreprise, plutôt des PME, plutôt des ETI, plutôt les grands groupes, comment on peut coordonner toutes ces actions export, comment on peut trouver une complémentarité, et puis surtout, par rapport à tous ces dispositifs qui sont mis en place, quelle est la contrepartie attendue par les pouvoirs publics ? Quelles sont les attentes de ces acteurs institutionnels vis-à-vis des professionnels réunis au sein de cette nouvelle marque France Solar Industrie. Donc pour répondre à toutes ces questions, je vais demander, alors il n'y a pas de plan de table, vous vous installez comme vous voulez, je vais demander à Bruno Le Boulanger de venir ici. Donc on va avoir trois ministères plutôt sur les thématiques techniques, le ministère de l'économie et des finances, et puis des établissements publics, UbiFrance, ADEME et OSEO. Donc je vais demander à Bruno Le Boulanger. Alors, Bruno Le Boulanger vient juste d'arriver. Comme il n'y a pas de chevalet, je vous les présente. Bruno Le Boulanger, il est chef du bureau des technologies de l'énergie à la DG6, la Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services. Donc, il représentera le ministère du redressement productif à cette table ronde. Philippe Lorec, qui est sur le point d'arriver, il est conseiller du directeur général pour le plan solaire méditerranéen. Donc, lui, il est DGEC, Direction générale de l'énergie et du climat, au MED, au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Vincent Jacob, qui le suit, il est chef de la mission du soutien aux entreprises à la direction des entreprises et de l'économie internationale, au ministère des Affaires étrangères. Donc là, vous avez les trois ministères chargés de définir et de mettre le cadre. Chanty Bobin, qui est sur le point d'arriver aussi, elle est adjointe au chef de bureau et de projet en charge, entre autres, des énergies renouvelables à la DG Trésor. Donc, le ministère des Sous est présent aussi à cette table ronde. Hélène Ortiou, elle est chef du département infrastructure, transport et industrie chez UbiFrance. C'est l'EPIC en charge du développement international des entreprises. Philippe Masset, il arrive, c'est le chef du programme partenariats internationaux à la direction de l'action internationale de l'ADEME, notre opérateur historique des énergies renouvelables. Et puis Marie-Claude Taillandier-Thomas, elle est chargée de mission stratégique à la direction de l'international d'OSEO, qui finance, entre autres, l'innovation et la croissance des PME. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais demander à chacun de nous donner un peu sa vision de la situation, du contexte global, du dispositif, de réagir par rapport au dispositif qui démarre aujourd'hui, qui s'est mis en place aujourd'hui. Dispositif, je devrais plutôt dire marque, qui d'ailleurs fait l'objet d'un dépôt à l'INPI. Donc, qu'ils réagissent. Deuxième temps, on va voir un peu quelle est la complémentarité entre tous ces représentants des ministères et des établissements publics qui sont installés sur l'estrade. Et puis, troisième temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les questions de la salle. Je vais commencer par Bruno Le Boulanger, donc pour la DG6, compétitivité, industrie et services. Derrière tout ça, c'est de l'industrie, c'est du travail, c'est de l'emploi. Ça vient d'être dit à l'instant par Denis Baupin. Ce sont des entreprises. Donc il est logique que ce soit vous qui nous disiez un peu quelle est la philosophie générale de tout ça, le cadre général de tout ça, et puis qui vous rêvez d'envoyer à l'export. Bien, alors, d'abord, notre ministère est évidemment honoré d'ouvrir le bal des administrations, mais je vais tout de suite préciser que dans l'équipe, parce que le sujet c'est de présenter une équipe des pouvoirs publics qui essaye d'accompagner une équipe industrielle du solaire qui veut exporter. Nous ne sommes évidemment pas les chefs d'orchestre que sont les ministres qui le font, ni le premier violon qui est représenté plutôt par notre collègue de droite de la DG Trésor. Alors dans cette équipe, nous on représente deux choses. D'abord, c'est la raison d'être qui est celle, effectivement, de promouvoir le développement à l'export d'industriels, donc de promouvoir évidemment l'emploi industriel, ce qui désigne la cible, c'est-à-dire dans la filière solaire, les acteurs qui ont ou construisent une base industrielle en France pour le marché français et pour l'export, ou pour les deux selon leur spécialité. Ça, c'est pourquoi faire. Parce que nous partageons le constat, et avec des gens plutôt dubitatifs que nous sommes un peu par nature, c'est une case importante d'avoir reconnu l'existence d'une base industrielle solaire en France, qui est en fait ancienne, mais qui, au-delà des développements du marché national lui-même et éventuellement de ses écarts,
est là. Et donc, le premier élément, c'est que les pouvoirs publics, par notre intermédiaire, reconnaissent l'enjeu et qu'il y a donc des gens à faire venir. Alors après, vous nous avez demandé qui rêvons-nous de voir vu et réussir à l'export. Nous n'avons pas de préférence de nom. Tous ceux qui sont ici représentent l'ensemble de la famille. Et au sein de cette famille, il y a des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire qui sont effectivement un peu les enfants chéris du ministère qu'on souhaite voir se développer davantage, et des PME. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de discrimination à faire entre ces trois acteurs qui souvent ont besoin de travailler ensemble pour faire l'équipe que nous, ensuite, allons soutenir. Alors, pas de préférence de taille, on a bien compris. Pour autant, plutôt des industriels quand même. Et se pose tout de suite la question, c'est quoi un vrai industriel? Alors, en effet, en revanche, là où nous portons, j'en parle dans le petit concert de l'expertise publique, une voie spécifique, c'est celle de l'exigence de capacité à avoir ou créer une base productive manufacturière, créatrice de valeur ajoutée en France. Alors, disons les choses sans les caricaturer, cela vise, sans distinction, des industriels présents et qui peuvent se diversifier dans cette nouvelle activité. Il en existe, il y en a autour de cette salle des géants de l'énergie ou des gens qui viennent du monde des semi-conducteurs ou encore des gens qui viennent du monde de l'automobile, parce qu'il y a une application dans ces nouvelles énergies qui va correspondre à leur savoir-faire, mais également des PME qui ont une pépite dans le savoir-faire ou qui ont un brevet de nature industrielle mais qui vont pouvoir se développer, et enfin de l'ingénierie, des gens qui ont un savoir-faire intellectuel, qui puissent s'agir de logiciels ou encore plus simplement de fonctions d'ensemblier, mais qui vont, et pour nous c'est la condition essentielle, agréger des partenaires qui, eux, seront manufacturiers, et je pense que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître dans ce profil. Alors, j'ai dit tout à l'heure en ouverture que la France n'était pas forcément super connue à l'export, à l'international sur le sujet du solaire. D'après vous, comment on peut devenir crédible sur le sujet du solaire face à nos concurrents qui ne nous ont pas attendus? Alors, ça fait partie de l'équation. Le risque était que la France, qui est une grande puissance de l'énergie, soit vue comme un maillon faible de cette énergie renouvelable-là. Alors que, on le disait, il y a une réalité industrielle qui est un peu masquée par les enjeux du déploiement en France, tout simplement, des installations. Alors, comment faire et qui voir pour qu'effectivement cette équipe soit reconnue à sa juste valeur? C'est d'abord le travail que je pense expliquera mieux ma collègue, de présenter des équipes constituées, et notre rôle à nous, c'est de les trouver et de les désigner, de les sélectionner. Là, il y a un vrai travail d'émulation, puis après un travail plus difficile de sélection où il y a des gagnants, des perdants. Les gens, au bon moment, lorsqu'ils commencent à avoir un produit à présenter et qui, en même temps, sont en train de mettre au point le produit qui sera meilleur que la concurrence internationale. Et comment nous faisons en sorte pour que ce soit visible? Eh bien, nous contribuons au financement à côté du financement export, de leurs démonstrateurs en France, au travers des instruments que mes collègues opérateurs sauront mieux développer, mais dont certains qui sont gérés par notre administration de manière traditionnelle, comme le Fonds unique interministériel. Et il n'y a quasiment pas un seul des acteurs de l'équipe export qui est aujourd'hui soutenu qui n'ait pas eu, à un moment donné, dans les 5 années précédentes, été lauréat d'un appel à projet du ministère. Alors, on a compris que vous ne vouliez pas trop donner de noms, mais juste pour terminer cette introduction de la table ronde, 2-3 exemples peut-être de choses qui marchent bien, d'équipes, constitution d'équipes, comme vous venez de le dire. Oui, très bien. Alors, je vais faire dans le politiquement correct en faisant attention avec un grand, un moyen, de petit. Dans les grands, nous avons un Areva qui n'était pas forcément attendu sur ce terrain et qui a acheté une entreprise américaine en CSP, mais qui l'a rapatriée en France. Et c'est ça tout l'intérêt pour nous, au travers de la technologie. On peut l'acheter ailleurs, mais si ensuite on la déploie en France pour ensuite l'exporter, voilà un très bon modèle. Une entreprise de taille intermédiaire qui vient du monde de la microélectronique, Soitec, formidable entreprise qui a un savoir-faire très précis dans effectivement la puce à très haute performance et qui va pouvoir prétendre avec ce savoir-faire présenter peut-être la cellule à haute concentration la meilleure du monde.
Et puis 2 petits, je pense à un intégrateur, Urba Solar, qu'on pouvait croire comme étant un simple développeur de solutions, mais qui n'est pas que cela. D'abord, c'est un bon, mais deuxièmement, il est par ailleurs impliqué dans des consortiums qui, eux, mettent au point à la fois des cellules et des systèmes intégrés, voire même des systèmes de production de cellules. Donc on a là plusieurs qualités qui font que c'est quand même de l'ingénierie plus de notre point de vue. Et puis une deuxième PME, nous on aime beaucoup cette histoire-là, Héliotrope dans le CPV toujours, parce qu'elle a agrégé, c'est une petite PME, une petite start-up de quelques ingénieurs de haut niveau, mais qui a agrégé autour d'elle des PME IETI issus de différents métiers traditionnels, dont l'automobile, pour les aider et leur donner vraiment une nouvelle vocation, une nouvelle envie de se lancer dans un nouveau métier. Et nous les soutenons, ainsi que les opérateurs qui sont avec nous. Vous savez qu'ils sont tous dans la salle, hein, ceux que vous avez cités. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont déçus de ne pas avoir été cités. Vous inquiétez pas, on est qu'au début de la première table ronde. Philippe Lorec, vous êtes conseiller du directeur général pour le plan solaire Méditerranée, donc à la Direction générale de l'énergie et du climat. Alors, où est-ce qu'on en est de ce PSM bref, état des lieux, 4 ans après un printemps arabe, après un effondrement des coûts du photovoltaïque. Où est-ce qu'il en est, ce PSM ? Alors, vous avez déjà fait en partie, vous avez déjà répondu un petit peu à la question. Alors, en fait, je dirais qu'il y a deux grands paramètres qu'on peut, enfin deux points forts qu'on peut ressortir du plan solaire méditerranéen. Le premier point, c'est qu'il s'est structuré avec la création du secrétariat Barcelone et avec, la mise en place des hommes, des équipes au niveau de ce secrétariat. Donc, le processus institutionnel maintenant marche bien, je dirais ça tourne. Deuxième point positif que je retiendrai, c'est quand même le premier appel d'offres qui a eu lieu dans le cadre du plan solaire au Maroc avec Ouarzazate 1 et qui a fourni quand même, enfin c'est quand même le premier grand projet qui sort de terre en Méditerranée dans le domaine du solaire et qui est très, je dirais, qui est riche en enseignements. En ce qui concerne à la fois les processus d'appel d'offres, comment la structuration financière s'est faite, quels étaient les principaux résultats, je pense, seront riches d'enseignements pour l'avenir et notamment pour le déroulement des futurs appels d'offres, qu'ils soient en Méditerranée ou dans d'autres régions du Proche et Moyen-Orient. Troisième chose, je pense, importante, c'est qu'on voit qu'au-delà de ces grands appels d'offres, on va dire, il y a aussi un certain nombre, je dirais, de niches qui sont en train d'apparaître dans les différents pays méditerranéens, avec des projets peut-être relativement plus petits, mais où on est prêt d'atteindre, voire de temps en temps on arrive même à atteindre les seuils de rentabilité. Alors après, on opposera à ce que je viens de dire les subventions aux énergies, au gaz, au pétrole, qui font que cette rentabilité, elle est de temps en temps difficile à expliquer aux autorités locales. Mais on voit quand même que dans ces pays où il y a beaucoup de soleil, vous le savez bien, eh bien on arrive aujourd'hui, dans des cas bien un peu particuliers, je suis d'accord avec vous, à faire des projets rentables, entre guillemets. Et ça, c'est quand même, c'est quand même assez nouveau. Et ça, ça fait partie des points positifs. Et dernier point positif, après j'aborderai les autres points, on voit aussi que la plupart des pays autour de la Méditerranée maintenant ont des projets d'énergie renouvelable, modulo un certain nombre de pays qui connaissent des soubresauts politiques, où là effectivement les risques sont trop importants pour réaliser des projets d'énergie renouvelable. Mais je dirais, aujourd'hui, dans tous les pays méditerranéens, il y a des programmes d'énergie renouvelable. On peut faire des énergies renouvelables. Ça, c'est quand même un des grands points forts et assez nouveaux dans le cadre du plan solaire méditerranéen. Alors ça, ce sont des choses très positives. J'ai entendu une niche de plus petits projets, donc forcément beaucoup plus nombreux, seuil de rentabilité presque atteint. On parlait il y a fort longtemps de 20 gigawatts en 2020. Est-ce que ça veut dire qu'on a revu l'objectif ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, je pense que pour être très clair, j'ai deux façons de vous présenter. Je peux vous présenter le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je vais vous le faire à moitié vide. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, si on fait des calculs, j'arriverai à vous prouver que les 20 gigawatts, on y arrivera pour 2020, parce que je vais inclure l'éolien. Il y a eu beaucoup de projets d'éolien en Turquie, il y a beaucoup de projets d'éolien quelques projets d'éolien qui sont en train de se développer en Égypte. Donc si je fais des calculs, bon an, mal an, d'ici 2020, j'arriverai à mes 20 gigawatts. Donc mathématiquement, je pourrais vous expliquer que le plan solaire méditerranéen, on va y arriver. Après, bon, maintenant, ce que je pense réellement, il est clair que pour la partie solaire,
je vous dis, le succès, c'est... Vous considérez que l'éolien, c'est du solaire dégradé, quoi. Alors, pardon, dans le cadre du plan solaire méditerranéen, donné d'information, ça s'appelle solaire, mais on mettait des projets d'énergie renouvelable d'une façon générale, à la fois éolien et solaire. C'est pour ça que dans les 20 gigawatts d'entrée de jeu, il y avait à la fois de l'éolien et du solaire, avec on voulait quand même quelque chose d'équilibré. Je crois que l'éolien s'est développé par sa structure financière et en termes de rentabilité beaucoup plus rapidement que le solaire, qu'aujourd'hui le solaire pâtit évidemment de la situation de temps en temps compliquée sur le plan politique d'un certain nombre de pays. On a vu aussi que c'était long. Quand on voit Ouarzazate, ça prend du temps de faire un appel d'offres, ça prend du temps d'arriver jusqu'à la notification, et plus de temps qu'on ne l'imaginait, hein, ça c'est clair. On s'aperçoit effectivement aussi, et ça je crois que c'est quelque chose d'important, évidemment la crise financière aussi est passée derrière, et que le fait de lancer des gros projets nécessite des moyens financiers qui aujourd'hui ne sont peut-être pas en adéquation avec la situation et les capacités de levée de dette qu'on peut faire dans un certain nombre de pays. Donc les 20 gigawatts avec une grande part solaire se feront. Personnellement, je pense qu'ils ne se feront pas en 2020. Je pense qu'ils seront lancés peut-être d'ici 2020 et en tout cas aboutiront en 2025 ou un petit peu après. Mais je pense que la dynamique, elle est lancée. On prend du retard pour les problèmes financiers et les problèmes de risque politique, hein, et d'organisation politique dans les différents pays. Mais la dynamique, je pense qu'elle est lancée, même si 2020, honnêtement, ça va être quand même dur. Alors arrivons au sujet qui intéresse tous ceux qui sont dans la salle. On est en train de parler export. Comment faites-vous? De quoi avez-vous besoin pour que ce modèle fonctionne et que les entreprises françaises puissent rentrer dans la danse? Alors, je pense que une chose, dans le cadre des différents appels d'offres qui vont avoir lieu dans le cadre, je dirais, du pourtour méditerranéen, moi j'ai quelques remarques personnelles à faire, enfin un retour d'expérience. Grand 1, je pense qu'on voit bien que sur des marchés de niche, il y aura certainement encore du gré à gré. 2, je pense qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables s'inscrivent dans des politiques énergétiques des pays, donc ce seront des appels d'offres. Je pense qu'il y aura beaucoup, ça sera surtout des appels d'offres sur des marchés de niche, sur du solaire petite taille, aux technologies innovantes, peut-être du gré à gré, mais on va partir dans des appels d'offres, beaucoup d'appels d'offres. Moi, dans le cadre, sur des tailles de 20 MW jusqu'à du 200 MW, peu importe, mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'on va être maintenant dans une politique appel d'offres. Ces pays-là vont s'entourer d'experts, entre guillemets, américains, etc. Donc j'attire votre attention sur justement l'importance d'avoir un label France, parce que ça va être très important. J'attire votre attention aussi sur le respect scrupuleux du cahier des charges, quand il y a un cahier des charges qui est donné dans un appel d'offres. Même si le cahier des charges n'est pas bien fait, on répond scrupuleusement à l'appel d'offres, parce que le cabinet qui va débouiller, il va regarder si on a mis les croix dans les bonnes cases. S'il n'y a pas de croix dans les bonnes cases, même si vous avez raison, on est éliminé. Donc ça, j'attire votre attention sur ce point-là. 4, il serait important aussi de bien comprendre qu'il y aura un intérêt pour ces pays à avoir une part locale et des acteurs locaux intégrés dans les réponses qui seront faites à ces appels d'offres. Donc ça c'est pour le pourtour méditerranéen, avec une importance toute particulière à la structuration financière. Ouarzazate, je vous rappelle, c'est une entreprise saoudienne qui a gagné, qui ne fait pas du tout de solaire, qui n'a jamais fait de solaire dans sa vie, mais qui s'est mis avec un sous-traitant qui est espagnol et qui est reconnu dans le monde du solaire. Moi, mon analyse, c'est qu'il a gagné parce que c'était le moins cher, qu'il avait un bon acteur, hein, il avait un bon sous-traitant, entre guillemets, solaire, mais que c'est la qualité de sa proposition financière qui a été un des points importants du choix. Donc là aussi, je pense que c'est un des axes qu'il faudra privilégier, notamment sur la structuration financière. Dernier point, je pense qu'il y a les choses ont beaucoup bougé, et je pense qu'au-delà de la Méditerranée, je voudrais aussi vous insister sur le fait, bon, vous savez tous, hein, c'est vous les spécialistes,
que les prix baissent de plus en plus, et ça c'est une bonne chose, mais que le marché est aussi en train de s'élargir considérablement vers les pays du Golfe, au-delà de l'Inde, de la Chine, de l'Amérique latine. Il y a des marchés partout. Mais aujourd'hui, je pense que l'intérêt des marchés du Golfe, c'est qu'ils ont l'argent, qu'ils peuvent payer, qu'on est donc dans des structures d'appel d'offres un peu différentes de ceux, par exemple, du plan solaire méditerranéen, où on voit l'intervention de banques de développement, de DIFIS. Donc ça prend plus de temps, les procédures sont un peu différentes, alors que dans les appels d'offres qui vont avoir lieu dans le Golfe, on sort avec des pays qui ont les moyens financiers, et donc avec une participation des IFIS, Banque mondiale, etc., un peu plus absente en fait, et donc sur des structures décisionnelles qui seront un peu différentes. Donc je pense que le Golfe est quand même, il va y avoir plein d'appels d'offres dans tous les sens, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. En termes, je vais peut-être aborder les nouvelles, tout ce qui est actuellement un peu nouveau autour de ces activités-là. Je voudrais insister sur les marchés, les appels d'offres vont s'intéresser à des centrales, entre guillemets, de plus en plus grosses. Dans les pays du Golfe, on parle de gigawatts. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas faire des projets de 20 mégawatts pour commencer. Ils vont commencer dans des centaines de mégawatts. Donc, ça veut dire que derrière ça, c'est des centaines de millions d'euros de dettes, d'equity, etc. Donc, j'insiste beaucoup. On regarde beaucoup au niveau de l'État pour faciliter l'accès à des investisseurs privés, des grands fonds souverains. On est en train de faire un certain nombre de choses. On pourra y revenir, pour justement faciliter l'accès à ces grands fonds d'investissement, à ces grands moyens financiers pour les entreprises françaises. Je voudrais aussi revenir sur 2 derniers points. Comme vous le savez, le président de la République avait annoncé pendant la réunion des ambassadeurs, a nommé un délégué interministériel à la Méditerranée. Vous le savez certainement, il a été nommé hier. Alors, je vais dire que c'était justement avant cette réunion. Et donc, c'est M. Serge Tel qui a été nommé délégué interministériel à la Méditerranée auprès du Premier ministre. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important, puisque ça va permettre de redonner un peu de cohésion autour de ces différents sujets. Dernier point, je voudrais vous indiquer, et là c'est un appel éventuellement à toutes les idées que vous pouvez avoir, et on est vraiment très preneurs autour de cette table, l'ensemble des administrations qui sont là. On m'a confié avec les différentes personnes autour de cette table de réfléchir. Alors vous me direz, c'est pas la première fois, ça sera certainement pas la dernière fois, mais je suis preneur de toutes les idées que vous pourriez avoir, de réfléchir sur quels sont les outils, quels sont les besoins des entreprises justement pour les aider dans le cadre des exportations, notamment des grands contrats. Et quand je dis grands contrats, notamment dans le cadre des grands appels d'offres qui vont avoir lieu. Alors, c'est exactement la question. Le labellisation dont on parle aujourd'hui, c'est une très très bonne carte en termes de réponse. Mais je suis assez preneur, et nous sommes assez preneurs, des idées que vous pouvez avoir au niveau du CER, aussi bien qu'au niveau des entreprises, et de nous aider à faire des propositions auprès des hautes autorités françaises, comme on dit dans ce cas-là, pour voir quels sont les outils, pas seulement financiers, qu'on pourrait mettre en place pour justement améliorer, je dirais, la réponse des entreprises françaises dans le cadre des futurs grands appels d'offres qui vont avoir lieu au niveau international. Donc, clairement, je suis assez preneur, donc n'hésitez pas à m'envoyer l'ensemble des idées que vous pouvez avoir, note blanche comme d'habitude. Fin janvier serait une bonne chose, début février si vous voulez. J'insiste beaucoup, on vous a posé certainement des dizaines de fois la même question, j'en suis conscient, j'ai une vie administrative, donc j'ai l'habitude. Je dis simplement qu'un des grands messages que j'ai envie de faire passer, c'est que le solaire, ce n'est pas un secteur d'activité forcément classique. Donc, je pense qu'il est important de bien montrer ce qu'est le solaire, avec ses particularités de partie industrielle, partie service. L'exportation dans le secteur du solaire est quand même quelque chose d'assez particulier, qu'aujourd'hui, le secteur du solaire, ce n'est pas simplement des projets de 10 mégawatts, de 10, 20, 30 millions, mais qu'on est aujourd'hui, avec les grands appels d'offres qui vont arriver, on atteindra des milliards, des centaines de millions d'euros, et que si on veut être capable de répondre à ces appels d'offres, il faut se regrouper, il faut s'organiser, et aussi il faut faciliter l'accès
à des sources de financement, que ça soit public, mais je pense que nos moyens sont importants, mais quand même limités. Et donc aussi, il faut aussi accéder à l'argent où il se trouve, notamment dans le cas du secteur privé. Et là-dessus, on est en train on y travaille depuis quelques temps, et on a mis en place des outils pour faciliter, des plateformes pour faciliter l'accès aux grands fonds souverains, du Golfe notamment. Et donc voilà, tout ça, on va essayer de l'organiser pour présenter une copie compréhensible, lisible aux hautes autorités. Et donc je vous engage, si vous avez des propositions à me faire, eh bien moi je suis tout à fait ouvert pour en discuter et pour intégrer vos idées dans le cadre de la réponse que nous apporterons à la demande qui nous a été faite. Je vous remercie. Merci Philippe Lorec pour ce positionnement clair de la DGEC. On a bien noté là tous les points, le gré à gré, les énergies renouvelables qui arrivent dans les politiques des pays, le respect du cahier des charges, la part locale à prévoir, la maîtrise des coûts. Et j'ai vu Arnaud Mine de Deliné, comme vous avez dit, se regrouper, s'organiser, faire une offre cohérente et globale et packagée. Je pense qu'il va revenir sur ce sujet-là tout à l'heure. On va voir maintenant ce qu'en pense le ministère des Affaires étrangères. Vincent Jacob, vous êtes le chef de la mission du soutien aux entreprises, à la direction des entreprises et de l'économie internationale. Que fait le diplomate à cette table ronde et comment intervient votre toute jeune direction? Je viens parce qu'on m'a invité, d'abord. Je suis ravi de cette invitation. Le ministère des Affaires étrangères a décidé d'apporter tout son appui au développement international des entreprises de la filière des ENR, dans le cadre de la priorité stratégique qu'il s'est donnée en matière de diplomatie économique. Bon, cette priorité a été clairement énoncée par le ministre des Affaires étrangères lors de la conférence des ambassadeurs qui s'est tenue début septembre, et à laquelle d'ailleurs le CER participait. Cette priorité s'inscrit dans un contexte de redressement productif et de transition énergétique où on pense que l'économie verte a une place décisive à tenir, avec un marché qui est extrêmement porteur. Jean-Louis Ball l'a rappelé. Alors, cette priorité pour nous en termes d'organisation, elle se traduit notamment par la création de cette nouvelle direction des entreprises et de l'économie internationale que j'ai rejoint il y a quelques semaines, avec 3 blocs. Un bloc de soutien aux entreprises, un bloc de soutien au secteur stratégique et un bloc qui recouvre les affaires économiques internationales. Alors concrètement, notre appui peut se manifester sous 2 angles. Le premier, c'est l'appui aux grands contrats dont Philippe a parlé, qui font l'objet de grands appels d'offres internationaux et qui sont d'ailleurs suivis au plan interministériel dans le cadre d'un comité interministériel dédié. Ça concerne le plan solaire méditerranéen, ça concerne les grands appels d'offres Warsazat 1, Warsazat 2. Ça va être plus spécifiquement suivi par la mission de soutien au secteur stratégique qui suit les grands contrats dans d'autres domaines également. Deuxième angle d'attaque pour nous, c'est l'appui aux PME et aux ETI. C'est plus, ça relève plus de la mission de soutien aux entreprises pour les filières, pour la filière des ENR, s'agissant de leur développement international. Donc là-dessus, on assure une articulation avec l'ensemble des acteurs publics, les agences impliquées, UbiFrance, AFI, les acteurs privés, CCI, Fédération professionnelle, CGPME, MEDEF International, qui sont impliqués dans la promotion des intérêts français à l'international. On suit également les dispositifs d'appui financier, mais sur lesquels ma collègue du Trésor interviendra, que ce soit au niveau des garanties export, des fonds FASEP ou des fonds RPF. Et puis également au niveau des projets qui sont soutenus par l'AFD. On suit aussi également les questions d'innovation avec une coordination du réseau des conseillers scientifiques et de recherche à travers l'ensemble des ambassades dans le monde et qui, sur ces questions, ont à la fois un travail de veille à conduire et éventuellement, en lien avec un certain nombre de consuls qui sont très mobilisés sur ces questions-là, à aller en aval sur de l'incubation, de la création d'entreprises dans ces pays. Et puis, dernier point, mais qui n'est pas des moindres, on assure le suivi des plans d'action économique des ambassades. C'est une des pierres angulaires de la diplomatie économique.
ces plans visent à intégrer un certain nombre de secteurs prioritaires. Et par rapport à la mise en œuvre de ces plans, il y a plusieurs éléments qui me paraissent critiques en première analyse. Le premier, c'est de mieux prendre en compte les spécificités et les atouts de l'offre française. Alors, la base industrielle France, l'offre de services, de maintenance, qui sont des atouts sur lesquels il faut qu'on puisse mieux les prendre en compte. Je pense qu'une initiative comme France Solar Industrie ou Wind Industry y contribue largement. Le deuxième élément pour nous, c'est de mieux faire saisir par les postes à l'étranger l'articulation des différents acteurs, les grands et les petits, les pépites qui sont positionnés sur toute la chaîne de valeur, qui sont totalement inconnus dans les postes à l'étranger, et notamment les postes les moins pourvus en termes d'équipes économiques, de conseillers dédiés à ces questions-là. Et on a besoin de mieux saisir cette articulation et cette visibilité des différents acteurs, parce que c'est le seul moyen d'optimiser la contribution que peut apporter le réseau diplomatique. Et puis, dernier élément, c'est obtenir un ciblage fin des actions, aussi bien de prospection, qui peuvent être conduites en lien avec UbiFrance, que de la manière dont les postes peuvent identifier des opportunités d'affaires pour des acteurs français. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement, comme le rappelait Philippe, des niches au niveau des pays ou des niches de projets méditerranéens. Il y a aussi toute une série de pays du Sud qui prennent des opportunités sur lesquelles des bailleurs de fonds multilatéraux et l'AFD sont susceptibles de se positionner et qui peuvent intéresser des entreprises de plus petite taille. Voilà, brièvement. Alors, vous venez de dire un instant, nos portes d'entrée. Les pépites sont inconnues dans les postes à l'étranger. Il y en a plein la salle des pépites, des représentants des pépites. Vous en avez plein là en face de vous. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Est-ce que ça veut dire que vous, quelque part, vous leur reprochez un peu de ne pas souvent venir vous voir à l'ambassade? Vous allez vite être débordé si vous. Comment vous imaginez la relation? Quelles sont vos recommandations? Pour venir nous voir, il fallait qu'on existe, donc on existe depuis assez peu de temps, donc c'est très bien qu'elle vienne nous voir. Notre porte restera toujours de toute façon ouverte. Nous, on va essayer de structurer un dialogue avec les organisations professionnelles, parce que ça va faciliter les choses en termes de visibilité. On a besoin, au-delà d'identifier des priorités ENR, dévolues à tel ou tel poste dans le monde, de pouvoir accompagner ces priorités qu'on définit conjointement avec la Direction générale du Trésor, les ministères concernés. Les plans d'action économique des ambassades sont validés au niveau interministériel, donc il y a une totale coordination des pouvoirs publics là-dessus. On a besoin de pouvoir leur donner des indications beaucoup plus précises, là où il n'y a pas d'expertise sur ce domaine-là. Et donc leur donner des acteurs sur quel savoir-faire, pour toucher qui. C'est comme ça qu'on peut optimiser les choses. Ensuite, UbiFrance répondra, mais UbiFrance apporte son soutien à toutes les entreprises qui souhaitent bénéficier de son appui. Et les postes diplomatiques répondent aux sollicitations des entreprises. Mais si on veut essayer d'organiser ça de manière un tout petit peu optimale, je pense que ce travail en amont, privilégiant, ciblant telle PME par rapport à tel pays, sur tel type d'offre, etc., quelque chose d'important. Et notre objectif, c'est d'obtenir de meilleurs résultats en termes de commerce extérieur, en termes de performance, en termes d'emploi en France, etc. Donc, c'est ça le débouché de tout ça. Merci beaucoup pour cette présentation du ministère des Affaires étrangères. Vincent Jacob, en fait, la position du ministère des Affaires étrangères. Quatrième compositeur de la partition, même s'il a été présenté tout à l'heure par Bruno Le Boulanger comme un premier violon, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Il est représenté à cette table ronde par Chanty Bobin, qui est adjointe au chef de bureau aide projet, en charge entre autres des énergies renouvelables. Parlons donc maintenant un peu du nerf de la guerre. Donc d'abord, votre vision, votre position sur le dispositif global. Et puis en première question, quels outils concrets sont mis en place pour aider les entreprises ? Donc, bonjour à tous. Sur le dispositif global, sur France Solar Industrie, il nous semble que c'est une très bonne initiative. Et beaucoup d'entreprises qui, sans doute, sont dans cette salle, participent à des FASEP ou sont en train de monter des projets. Finalement,
on fait France Solar Industrie dans le cadre de nos outils d'aide projet de la DG Trésor sans le savoir, enfin sans même même avant cette journée de lancement. Alors je vais être un petit peu technique, sans essayer d'être trop technocrate quand même, pour vous expliquer un peu quels sont nos outils très concrètement qui sont à destination des ingénieries et des entreprises françaises pour vous aider à l'export et dans notre cas c'est plutôt à l'export dans les pays en voie de développement. Alors quels sont ces outils qui ont été évoqués précédemment? Donc, le ministère de l'économie et des finances, et la DG Trésor en particulier, gère, instruit, mais aussi co-instruit et co-décide avec tous les acteurs qui sont autour de cette table de donner des fonds pour deux types d'outils, un qui s'appelle le FASEP et l'autre qui s'appelle la RPE. Donc, je vais expliquer rapidement quels sont ces outils. Alors tout d'abord, le FASEP, c'est le Fonds d'aide et d'études au secteur privé. Alors ce sont en fait des subventions qu'on peut donner à toute entreprise française ou ingénierie, premièrement pour faire des études de faisabilité dans des pays en voie de développement. Et ces études de faisabilité ont pour but de préparer un projet d'infrastructure. Donc on intervient sur tous les domaines d'infrastructure, dont, disons, les infrastructures énergétiques. Donc bien sûr, on peut utiliser cet outil dans le secteur de l'énergie. En résumé, qu'est-ce qu'il faut savoir pour l'outil FASEP? Moi, je dirais qu'il y a trois conditions. Il faut qu'on ait une contrepartie, enfin un bénéficiaire local public. Donc, comme c'est un don de l'État français à un interlocuteur étranger, mais donc un interlocuteur public dans un pays étranger, dans un pays en voie de développement. Deuxièmement, il faut aussi, comme on finance l'étude de faisabilité, qu'on ait déjà des pistes, qu'on ait préidentifié quel sera le financement de l'infrastructure, du projet lui-même. Donc, puisque généralement, je pourrais le redire, mais on intervient soit sur l'étude de faisabilité, soit sur le financement de l'investissement, mais pas sur les deux. Donc il faut un peu choisir entre les deux outils FASEP et RPE. Et ça, c'était la deuxième condition. Et troisième condition, donc là on est dans le vif du sujet, c'est qu'il faut une offre française en aval. Parce que nous, ça nous intéresse bien sûr de mobiliser l'argent public pour faire une étude de faisabilité qui va être menée par une ingénierie ou une entreprise française. Mais le but d'utiliser ce financement, c'est pas simplement de faire une étude de faire une étude par une ingénierie française, de faire une bonne étude, mais c'est aussi que le projet ensuite, le projet qui sortira de terre, permette d'utiliser des cellules made in France, des panneaux en France, des onduleurs français, voilà, le plus de technologie. Vous avez un ratio, un pourcentage, ou il suffit de coudre les boutons en France pour que ce soit made in France? Alors non, effectivement. Alors dans le cadre d'un FASEP, on regarde à ce qu'il y ait une espèce d'équipe de France. Donc voilà, l'équipe de France, en plus du porteur du projet qui fait l'étude de faisabilité, il faut qu'il y ait une équipe de France avec effectivement des industriels qui ne soient pas que des assembleurs, mais qui aient des sites de production industrielle en France qui sont d'ailleurs vérifiés, si je puis dire, par mes collègues du ministère du redressement productif. Et parfois, on peut être assez pinailleur, voilà, et on demande aux porteurs de projets de nous prouver que dans leurs sous-traitants, oui, à telle entreprise, comme on dit souvent, le nom de l'entreprise, peu importe, hein, ça peut être un nom en anglais, en allemand, mais ce qui compte, c'est qu'il y a un site de production en France. Je résume un petit peu notre philosophie, mais voilà, après, on va un peu plus dans le détail. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait la production. Et souvent, on s'arrête, quand on ne regarde pas simplement ce qu'on appelle le rang 1, mais on va un peu plus dans le détail, le rang 2. C'est-à-dire pas simplement l'assemblage, mais qui est quand même une production lourde, si je puis dire, enfin, d'éléments substantiels du projet qui soient réalisés par l'industrie française. Voilà, donc je vais parler un peu des trois conditions pour le FASEP. Je voulais juste évoquer, avant de passer à l'autre projet RPE, enfin à l'autre outil RPE, et dire qu'on a plusieurs variantes, mais une variante qui vous intéresse, c'est sans doute le FASEP Innovation Verte, qui nous permet de financer des petits démonstrateurs de technologies innovantes. Alors je dis petits parce que les montants, vous allez voir, sont assez modestes. Un FASEP, une étude de faisabilité, un montant moyen, c'est 400 000 euros. Dans les faits, ça peut aller de 100 000 à parfois 600 000 euros, mais 400 000 euros, c'est le montant moyen. Un FASEP Innovation Verte, la particularité, c'est qu'on ne finance pas uniquement une étude de faisabilité, on peut financer une part de matériel. Donc là, matériel également très majoritairement made in France. Et pour faire un petit démonstrateur, par exemple un petit démonstrateur de quelques kilowatts de technologie photovoltaïque. Alors j'ai plusieurs exemples en tête. On a
un démonstrateur haute concentration. Alors, je vais encore citer Héliotrope, mais bon, j'avais pas. Mais il est content, il est au 3e rang, là, il ne pourra pas dire qu'on n'a pas parlé de lui. Hein, voilà. Donc, on a par exemple un projet en cours au Mexique, mais on a aussi un projet avec AxioSun. Donc là, c'est la moyenne concentration au Maroc. L'idée étant une technologie qui a déjà fait ses preuves en termes de recherche et développement, qui a même déjà été installée une fois en France. Après, vous avez souvent besoin de la tester en conditions réelles. Là où il y a un peu plus de soleil, le nord du Mexique ou à Marrakech. Et donc à ce moment-là, nous, on peut financer une petite partie de démonstrateurs. Bien sûr, c'est vraiment des kilowatts, ce n'est pas des mégawatts, puisque il y a un FASEP Innovation Verte, ça va à pas plus de 700 000 euros, dont la moitié pour du matériel. Donc ça ne peut pas être plus de 300 000, 350 000 euros pour du matériel. Donc c'est quand même assez limité. Mais ça peut vous aider, ça peut vous faire une vitrine intéressante. Ça peut être utile pour convaincre de nouveaux clients. Donc voilà pour l'outil FASEP. Alors, avant que vous passiez à la RPE, j'ai bien entendu 2 fois, vous avez utilisé le mot subvention et le mot don. On est bien d'accord ? C'est un financement où l'argent passe dans un seul... Mais Philippe Loret qui n'a pas l'air d'accord. Alors, aussi, en fait, c'est un peu plus subtil. Voilà. Comme c'est administratif, c'est un peu complexe parfois. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours un don de l'État français à l'État tiers. Donc, au Mexique, au Maroc, à l'Inde, voilà. Et par contre, donc c'est un don en nature, c'est-à-dire que le bénéficiaire, lui, qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit des autorités françaises une étude de faisabilité qui va lui servir pour un projet prioritaire. Il reçoit la mise en place d'un petit démonstrateur qui lui sert, qui est raccordé au réseau, sur lequel il peut tester des technologies solaires nouvelles. Par contre, pour l'entreprise française qui mène le projet, alors c'est soit une subvention, effectivement, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais une fois que le projet est accordé, la subvention est généralement donnée en 3 temps, un acompte, un paiement intermédiaire, un paiement final, au fur et à mesure du déroulement du projet. Et donc la plupart du temps, c'est une subvention quand c'est une ingénierie ou une petite entreprise. Mais par rapport à l'entreprise française, ça peut également être sous forme d'avance remboursable. C'est souvent, les grands groupes peuvent aussi bénéficier de FASEP. Par contre, il arrive fréquemment qu'on demande aux grands groupes à ce moment-là de s'engager à rembourser le FASEP dans des conditions qui sont un peu définies au cas par cas. Parce qu'on considère à ce moment-là qu'elles ont la des capacité. Conditions de succès et avec un certain nombre de fois le chiffre d'affaires. En fait, voilà, c'est un pourcentage, ça reste raisonnable. C'est souvent 1% du chiffre d'affaires induit par le FASEP pendant, alors c'est soit 5, soit 10 années après le projet. Alors, l'instrument de prêt maintenant. L'instrument de prêt, alors là aussi, c'est donc un mécanisme, un outil d'État à État, donc entre l'État français et puis un autre État, par exemple l'État marocain ou égyptien. À des conditions très concessionnelles, donc on dit 35% d'éléments dons au sens de l'OCDE. Bon, alors c'est des règles multilatérales qu'on doit respecter. Bon, j'ai pris un exemple là par exemple, c'est un montant, peu importe, quelques millions d'euros ou dizaines de millions d'euros sur 15 ans avec 6 ans de grâce et à 0,05% donc, d'intérêt. Donc c'est plutôt des prêts intéressants pour les États qui empruntent auprès de l'État français. Alors là, on n'est plus dans l'étude de faisabilité, on est dans le financement de l'investissement ou du projet vraiment. Et nous, on peut accorder ce type de prêt quand là, le prêt est destiné à financer l'acquisition de biens et services qui doivent être au moins à hauteur de 70% français. Et donc là, effectivement, je vois certains hausser un petit peu les sourcils. C'est vrai que c'est une contrainte assez forte, mais disons que c'est la contrepartie. On a des conditions très, très avantageuses. Donc la contrepartie, c'est que là aussi, on fait ce prêt très avantageux pour favoriser les entreprises françaises et l'industrie française. Les conditions sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que le bénéficiaire doit être public, et que le dossier doit être complet. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut une étude de faisabilité complète, à la fois technique, mais aussi et surtout, et c'est ça le plus difficile dans le secteur de l'énergie pour arriver à faire aboutir un projet RPE, c'est qu'il faut que la faisabilité juridique, financière, économique soit faite. C'est-à-dire que je pense vous avez sans doute beaucoup de très bonnes technologies. Après, elles sont bonnes techniquement. Il faut aussi qu'on ait bien tout le cadre clair, c'est-à-dire qui va racheter l'électricité dans le pays concerné. Est-ce que l'électricité, le coût du kilowattheure sort à un prix, certes, d'énergie renouvelable, mais que le pays peut se permettre. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que, pour anticiper une de vos questions,
que j'ai regardé un petit peu nos chiffres, nos statistiques, effectivement, depuis 2005 dans le secteur de l'énergie, alors pas simplement solaire, mais un peu tout confondu, on a financé 45 études FASEP, donc c'est pas négligeable. Par contre, c'est vrai que dans les prêts uniquement dans le secteur de l'énergie, on n'en a fait qu'un seul, mais c'était sur la réhabilitation de réseaux d'électricité depuis 2005, et qu'on essaye en ce moment d'en monter plusieurs dans le secteur solaire, et qu'on voit que c'est assez compliqué à cause de ces freins, montage juridique et financier complexe. 45 études de FASEP pour quel montant? Qu'il fasse un petit calcul de tête. Alors là, sur les 45 études FASEP, le montant consolidé, c'était environ 20 millions d'euros, toutes études confondues. Et donc, comme je vous disais, une étude individuelle, le montant... Je dis toujours, ça ne vaut pas le coup, à mon avis, de monter un dossier pour moins de 100 000 euros. Ça fait beaucoup d'instructions, même pour vous, beaucoup de montage de dossiers pour 100 000 euros. Et de délai aussi, parce que c'est ce qui vous est un peu reproché, c'est que le temps de la DG Trésor n'est pas tout à fait le même que celui des entreprises. Il faut qu'elles fassent beaucoup de temps pour monter un dossier, alors qu'ils leur demandent sur le terrain, leurs clients, une réactivité. Ça dépend, mais d'un autre côté, on a vu aussi, par exemple, avec le PSM, que même les projets eux-mêmes prennent du temps. Donc, je pense que si on veut, si le délai est de 2 semaines ou même de 3 mois, c'est effectivement pas le bon instrument. Parce que pour monter un dossier FASEP comme pour monter un dossier RPE, 2 choses. Venez nous voir le plus en amont possible. Donc, allez voir dans les ambassades à l'étranger le service économique, le chef du service économique, et venez nous voir à Paris. Venez voir quelle est votre porte d'entrée, la DG Trésor. Parfois, vous pouvez aller voir Ubifrance qui va vous renvoyer vers la bonne personne aussi à la DG Trésor. On fait ça très souvent. Donc, venez nous voir le plus en amont pour qu'on puisse vous dire par rapport à votre calendrier, ça nous paraît faisable ou non, ça ne sera pas du tout possible, ou vous êtes suffisamment avancé ou pas pour déposer un projet, vous donnera le calendrier effectivement des comités de décision, etc. Mais il y a quand même, je veux quand même être positive, il y a des dossiers même montés par des PME ou des TPE qui se montent vite. Donc pour moi, vite, ça veut dire un dossier qui est monté en 6 mois du début à la fin. Je trouve que c'est vite, au regard de notre outil, et qui marche. Voilà. Donc c'est-à-dire que les projets sur le terrain sont enclenchés. L'étude de faisabilité se fait, ou le démonstrateur se monte. Puis après aussi, il faut dire que dans tous ces pays, mais vous le savez encore mieux que moi, je pense à... Mais même dans des pays moins éloignés, mais même en Macédoine, au Mexique, au Vietnam, en Indonésie, dans tous ces pays, même si on a un calendrier, le calendrier dérape toujours un petit peu, parce qu'il y a toujours des aléas. Si ça ne dérape pas, c'est plutôt l'exception que la règle. Donc, c'est vrai qu'on a des délais longs, mais on essaie de les améliorer et c'est possible. Alors, vous avez parlé de ces 45 études FASEP. Ça, c'était tout le secteur énergie, j'imagine. Quid du focus solaire d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment vous allez faire? Vous êtes dans le comité de pilotage de l'appel à projet solaire, là, avec vos voisins. Et avec l'AFD, qui est peut-être ici dans la salle aujourd'hui. D'ailleurs, on ne l'a pas sur scène, mais s'il y a quelqu'un de l'AFD, on va voir tout à l'heure. Comment on va faire monter la part des projets solaires dans tout ça? Effectivement, donc on a lancé cet appel à projet solaire fin 2011. Je vais vous faire un petit compte rendu. On a reçu 27 projets. Très concrètement, on a déjà fait un petit peu le choix entre ceux qui nous paraissaient complètement hors de nos critères d'appréciation, qui nous semblaient les moins prioritaires. Donc on en a rejeté une dizaine, 11 exactement, dont les porteurs de projets sont au courant. On en a discuté, on les avait auditionnés. On en a déjà accepté et même ce qu'on appelle notifié officiellement aussi une dizaine, un petit peu moins, 8, dont certains sont déjà bien avancés. Même il y en a un qui est à mi-parcours en Ukraine, par exemple, pour le projet d'une centrale solaire dans le sud de l'Ukraine. Il y a du soleil quand même dans le sud de l'Ukraine. Et ça semble un projet voué à un bel avenir. Et puis on a 4 projets lancés en Tunisie, un au Mexique, un au Brésil, un en Égypte et un en Ukraine. Donc voilà les 8 projets. Alors les 4, c'est parmi les 8. Oui, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la salle, si j'ai bien compté, il y en a 8 qui ne savent pas encore à quelle sauce ils vont être mangés. Il y en a 8. Ah non, puisque vous avez dit 27, on en a gardé 16, on en a notifié 8. Alors les 8 qui sont entre les deux, ils savent, on est
est quasiment tout le temps en contact entre nous. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas les rejeter parce que c'est des projets qui ont un potentiel mais qui sont pas complètement finis. Parce que soit on a un problème du côté bénéficiaire local, c'est-à-dire le pays où on veut faire le projet, les autorités, elles en veulent ou elles en veulent pas trop, ce qui est quand même un point un peu dur pour la réussite du projet. Donc celui-là, on désespère pas, mais voilà, on peut pas prendre de décision. Sinon, d'autres projets, notamment de RPE, ça vaut vraiment pour le secteur énergie. On a du mal à faire le bouclage, même bouclage financier et l'équilibre du projet. On y travaille de manière assez soutenue depuis plusieurs mois, mais on n'arrive pas complètement à aboutir. Mais on va y arriver sans doute. Et puis, il y a d'autres projets où les porteurs de projets, on a dit, voilà, ça nous intéresse, vous avez tel et tel critère à remplir, à améliorer. Ils nous ont dit, écoutez, oui, on prend en compte vos remarques, on revoit notre copie, donc on attend. C'est-à-dire que les projets, pour nous, ne sont pas périmés. S'ils arrivent à être suffisamment bons pour répondre à nos critères, à ce moment-là, on les passera au comité FASEP et puis on pourra donner une décision, j'espère, favorable. Voilà. Merci Bobby Chantin pour cette présentation de la DG Trésor. On va regarder maintenant les EPIC, les outils opérationnels après tout ce programme qui nous a été présenté par les 4 ministères. Hélène Ortiou, elle est chef de département infrastructure, transport et industrie chez UbiFrance, notre agence française pour le développement international des entreprises. C'est un petit peu un flashback pour vous sur vos amours anciennes, cette table ronde, puisque vous avez été pendant 6 ans chef du service énergie et environnement d'UbiFrance. Donc, après le ton donné par les ministères, réaction d'UbiFrance. Moi, je viens d'entendre et de noter, les entreprises, vous vous adressez au chef du service économique dans l'ambassade de France en premier ou chez UbiFrance. Alors, il vaut mieux qu'ils viennent voir UbiFrance directement. Alors justement, vous parliez du passé. J'aurais tendance à dire, UbiFrance a une très forte évolution au cours des 3 dernières années. Et c'est une des grandes clés de cette organisation a été une organisation en filière sectorielle. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le service énergie et environnement, que Jean-François Goumi, qui est avec moi cet après-midi et qui a repris ce service, nous n'avions pas de chef de projet qui suivait les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, à temps plein à Paris, suit les énergies renouvelables. Alors, pas que le solaire, mais qui suit les énergies renouvelables. Cette personne, elle anime une communauté de collègues. Alors, ils ne sont pas tous que énergie renouvelable dans chacun des pays où ils travaillent, dans les différents bureaux UbiFrance à l'étranger, mais elle travaille en étroite relation avec ses collègues à l'étranger. Donc, pour nous, avoir aujourd'hui un label France Solaire Industrie, c'est très important parce que notre rôle à UbiFrance, c'est de promouvoir le savoir-faire français. Et c'est vrai que quand on est appuyé par un syndicat professionnel fort, avec une marque forte, c'est forcément plus facile de pousser l'offre française que d'arriver dispersé et sans vrai message à faire passer. UbiFrance à l'étranger, enfin en France et à l'étranger, pour accompagner donc les entreprises à l'international, on a 2 grands types d'accompagnement. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous les connaissent. D'abord, on a des accompagnements de façon collective, soit sur des salons professionnels, soit sous la forme de rencontres acheteurs et de missions collectives. Je dirais que l'avantage de ce type de regroupement d'entreprises d'une même filière fait que quand on arrive dans un pays, on n'arrive pas seul, on arrive avec d'autres. Certains ont déjà mis le pied dans le pays, d'autres sont tout nouveaux arrivants, et déjà on partage l'expérience entre nous, entre vous. Et ça permet d'être peut-être plus crédible auprès des acheteurs, des décideurs, des prescripteurs étrangers. Deuxième type d'accompagnement que fait UbiFrance, c'est des accompagnements individuels. Chaque entreprise peut venir voir UbiFrance, exposer sa technologie, voir un peu sa surface financière, parce que l'international, ça coûte cher. Ce que je dis toujours un peu de façon provocatrice, c'est que l'international n'est pas un moyen de sauver une entreprise en difficulté en France. Quand on va à l'international, il faut une surface financière solide. Ça prend du temps, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Et donc là, en écoutant l'entreprise, on peut voir avec elle. Donc on a mis en place depuis 1 an ce qu'on appelle nous des ingénieurs d'affaires. Donc il y en a un au sein du service énergie-environnement et à qui on confie des entreprises dont on considère qu'elles sont à très fort potentiel pour exporter.
Alors pourquoi elles peuvent être à très fort potentiel pour exporter? La première clé, ma collègue de Oseo en parlera beaucoup mieux que moi. La première clé, c'est toute entreprise qui est dans l'innovation. Pour nous, c'est une entreprise qui peut gagner à l'export. Donc, quand Oseo identifie une entreprise qui innove, souvent ils nous disent bon, peut-être que vous pourriez en faire quelque chose à l'international. Bon. Tout comme nous, quand on voit une entreprise qui est dans l'innovation et qui veut à l'international, on la réoriente également vers Oseo pour ses outils financiers, mais personne d'Oseo développera ça beaucoup mieux que moi. Et ensuite, cette entreprise, on va l'accompagner dans la durée. Alors, ça, c'est je dirais, Ubifrance a été en mouvement depuis, je dirais, au cours des 4 dernières années. On a organisé toute cette agence en filière. Ensuite, on est monté en quantitatif, c'est-à-dire qu'on est allé accompagner un grand nombre d'entreprises dans un grand nombre de secteurs, et des secteurs où on intervenait peu, comme les énergies renouvelables par exemple. Moi, quand j'ai quitté le service énergie-environnement, il n'y avait pas d'opération collective dans les énergies renouvelables en tant que telles. On accompagnait de temps en temps 1 ou 2 entreprises dans les énergies renouvelables sur un salon environnement ou sur un salon énergie, mais on n'avait pas de plan d'action énergie renouvelable. Aujourd'hui, on en a un. Maintenant, on est parti. On sait bien que l'export, c'est pas des coûts, ça se fait dans la durée. Il faut travailler le marché 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on est là au niveau de nos équipes parisiennes et au niveau de nos équipes à l'étranger pour accompagner cette entreprise dans la durée avec un certain nombre d'autres outils. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a 3 qui pourraient reprendre un peu ce qui a été développé par les différents intervenants précédents. On a un système de veille sur les appels d'offres internationaux que l'ADEME connaît bien. On a un système d'information sur tout ce qui est réglementaire et juridique. C'est un sujet qui est important. Et puis, il n'est pas inintéressant, même quand on est une start-up, une pépite, qu'on commence à l'international, de voir un futur positif et qui se concrétise par des projets. Et il y a un outil qui commence à être utilisé, mais ce n'est pas dans le secteur des ENR qu'on en a le plus, mais qui commence à être utilisé par les entreprises de ce secteur, c'est le volontariat à l'international en entreprise. Quand vous développez un projet, vous avez envie peut-être d'avoir un bon BTS, un bon ingénieur, bon, alors moins des formations commerciales et financières dans votre secteur, d'un jeune qui va travailler sur votre projet, qui va accompagner votre développement à l'international entre 6 mois et 2 ans sur 1 ou 2 ou 3 pays. L'avantage du VIE aussi, c'est que vous pouvez le partager à 2 ou 3. Donc si vous allez à 2 ou 3 sur un projet, bon, sans être concurrent, parce que sinon ça ne marche pas très très bien, ça ne marche même pas du tout, vous pouvez partager entre vous ce VIE et ce coût de VIE. D'autant plus que certaines régions financent les coûts de VIE. Ubifrance ne travaille pas tout seul. Si Ubifrance était tout seul, il ne se serait rien passé et je ne serais pas là pour en parler. On travaille de façon très étroite avec les fédérations professionnelles. Hein. Moi, j'ai fait une petite pause pendant 3 ans où je me suis éloignée de ce secteur-là et de voir que le syndicat des énergies renouvelables montait en puissance sur la partie internationale. Hein. Je ne vois que le volet international. Pour moi, c'est un signe fort. La création de ce label aujourd'hui en est, je dirais, un des premiers aboutissements, mais ça ne doit pas être une finalité. Je crois qu'il faut aller plus loin. On travaille bien entendu avec tous les ministères techniques. Hein. Chantil disait, quand une entreprise vient nous voir en disant voilà, j'ai un projet dans un pays, je sais pas, en Afrique, au Maroc, voilà, et puis je travaille avec les autorités, j'ai discuté avec les autorités. Alors souvent on la connaît l'entreprise parce que souvent on l'a accompagnée sur un salon, donc elle a commencé à développer des liens avec une municipalité, une région, et donc on la voit, elle revient, elle dit ça y est, j'ai un projet. Bon, des fois on se dit tiens, ça peut peut-être rentrer dans le cadre d'un FASEB, donc on renvoie l'entreprise vers nos collègues de la DG Trésor. Soit il y a un vrai problème de montage financier du projet et on travaille avec Oseo. Mais comme on est aussi sur des sujets de coopération qui sont avec des secteurs, enfin avec des organismes
souvent de recherche et de technologie. On est en étroite relation, mais ça fait même avant que j'arrive, des relations très étroites entre l'ADEME et UbiFrance, parce qu'on voit bien qu'un partenariat technologique initié par l'ADEME peut mettre le pied à l'étrier d'entreprise, et puis nous derrière on arrive et on accompagne cette entreprise pour qu'au final elle décroche des marchés. Et aujourd'hui l'évaluation, alors UbiFrance a tout un tas d'objectifs, mais je dirais qu'il y en a un, moi, qui me paraît le plus important, c'est qu'aujourd'hui UbiFrance est évalué par un organisme tiers, donc c'est pas nous qui faisons notre propre évaluation et qui ramenons ça à notre tutelle, la DG Trésor et la ministre du Commerce extérieur. On est évalué sur le nombre de courants d'affaires, donc c'est des contrats signés par les entreprises que l'on a accompagnées. Cette évaluation a commencé sur les 3 derniers trimestres, et on doit, une entreprise sur 3, accompagnée par UbiFrance, doit réaliser un courant d'affaires. Alors, cette évaluation se fait à 6 mois et à 2 ans. Je ne vous cache pas que par rapport à mes autres collègues dans d'autres filières comme la bijouterie fantaisie, avoir un courant d'affaires 6 mois plus tard, c'est très facile, puisqu'ils travaillent sur 3 gammes 3 collections par an. Donc s'ils n'ont pas de courant d'affaires au bout de 6 mois, ils sont morts. Dans le domaine des énergies, enfin, des infrastructures, transport et industrie, et plus particulièrement de l'énergie, on sait bien que parfois, ça ne se fait pas au bout de 6 mois, et c'est pour ça qu'on fait une évaluation à 6 mois et à 2 ans. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les premiers chiffres pour la filière dont je m'occupe à l'agence, les résultats à 6 mois sont bons, mais pas... voilà. Mais à 2 ans, on voit bien que ça devient meilleur. Et quand on commence à regarder les montants de chiffre d'affaires générés, pour le coup, là, ils sont bons. Mais là aussi, c'est des filières qui, dès qu'on travaille sur un contrat, apportent forcément plus de montants que quand on vend une collection de bijouterie fantaisie. Une dernière question, Hélène Ortiot, pour quitter la bijouterie fantaisie, revenir au sujet de l'après-midi, là, sur le solaire. Vous avez annoncé tout à l'heure, vous avez dit, on a maintenant un plan énergie renouvelable. Donc concrètement, sur le solaire, un petit bilan, combien d'actions collectives ou quoi en perspective, en parlant notamment du FASEB solaire? Alors, on doit avoir à peu près par an 2 ou 3 actions purement solaires. D'accord ? On a des actions, on a à peu près une dizaine d'actions dans le secteur des énergies renouvelables. Nous, en fait, on parlait tout à l'heure des priorités géographiques. Nous, c'est vraiment, on ne travaille pas tout seul, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a une vraie fédération des acteurs du solaire, on sera plus à même de regrouper, alors pas 20 entreprises, mais s'il y a 6, 7, 8 entreprises qui disent nous, on voudrait que vous nous accompagniez de façon collective, puis après individuellement sur tel marché, on mobilisera nos équipes dans le pays sur lequel vous visez, et ça on peut en discuter avec vous. On a des échanges souvent dans le 2e trimestre avec le syndicat des énergies renouvelables pour savoir où est-ce qu'on peut emmener de façon utile les entreprises françaises et les accompagner. Et donc là, je dirais que nous, on est plus en réponse à la demande des entreprises. Mais aujourd'hui, on a à peu près 3 actions qui sont purement dans le solaire, à peu près 3 ou 4 par an. Et je vous dis une dizaine, un petit peu plus, dans le domaine global des énergies renouvelables, avec parfois un volet solaire ou pas. Alors, vous disiez que vous étiez très proche de l'ADEME tout à l'heure. Vous avez effectivement personnellement assuré le co-secrétariat du PEX, le plan export des éco-entreprises de 2002 à 2007. On va donc demander à Philippe Masset, chef du service programme partenariats internationaux à l'ADI de l'ADEME, la direction de l'action internationale. Cette ADEME qui est depuis toujours le bras armé du gouvernement sur les énergies renouvelables en général et sur le solaire en particulier. Concrètement, aujourd'hui, que fait l'ADEME sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui ? Alors l'ADEME, effectivement, c'est le bras armé du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et puis le ministère de la Recherche, également pour mettre en pratique sur le territoire national l'ensemble des politiques environnementales et énergie qui sont décidées par notre gouvernement. Dans le cadre des énergies renouvelables et plus particulièrement du solaire, on a de longue date accompagné l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, sur le territoire sur
soit de l'aide à la décision, soit sur de l'aide à l'investissement pour faire en sorte que émergent ici ou là des projets énergie renouvelable et des projets solaires. Cette activité purement nationale, et mes collègues des directions sectorielles énergie pourraient vous en dire beaucoup plus que moi en termes de montant de dossiers traités à l'année, est accompagnée d'une dimension internationale indispensable à l'ADEME, en ce sens que l'expertise collective que nous développons au sein de l'agence au service des politiques nationales en matière d'énergie et d'environnement doit obligatoirement se comparer au niveau international, européen d'abord et international ensuite, aux autres politiques pour pouvoir non seulement se jauger, mais également s'enrichir des pratiques des autres. Donc ce benchmark, comme on dit de manière régulière, cette comparaison au niveau international des politiques publiques en matière d'énergie, et notamment d'énergie renouvelable et de solaire en particulier, c'est quelque chose que nous menons de longue date au niveau de l'ADEME dans son activité internationale. Activité internationale qui est développée de manière institutionnelle avec nos homologues à l'étranger, c'est-à-dire les agences similaires à l'ADEME dans les pays étrangers. Je citerai 2 exemples pour vous illustrer le propos. Le club ENR, qui est le club des agences similaires à l'ADEME sur l'ensemble des 27 États membres et des pays associés à l'Europe. Et puis le réseau MEDENER, qui est le réseau des agences méditerranéennes de l'énergie, qui participe par exemple lourdement dans la mise en pratique du PSM, dont on a parlé tout à l'heure, le plan solaire méditerranéen. Deux réseaux dont l'ADEME est présidente du MEDENER et va devenir présidente du club ENR au mois de février prochain. Au-delà de ces collaborations avec les homologues, d'un point de vue institutionnel, pour avoir des renforcements de politique publique partagée entre la France et ces autres pays, nous avons également des présences dans des groupes de travail d'experts au niveau international, mandatés par nos ministères de tutelle ou représentant ces ministères au sein de groupes de travail, qui nous permet également de confronter l'expérience française, l'expertise française, le savoir-faire français avec les besoins recensés dans les pays. Et c'est là où on peut faire le lien direct entre ces besoins des pays recensés d'un point de vue institutionnel et puis le savoir-faire et l'offre française que l'on peut mettre en face de ces besoins. Alors, pour aller encore un peu plus loin dans ce domaine, en 2011, l'ADEME a adopté une stratégie vers les entreprises. Parce que les entreprises françaises, c'est un des acteurs économiques essentiels au niveau de la mise en œuvre de la politique énergétique et environnementale française, et notamment au niveau des énergies renouvelables. On a un très bon partenariat avec le CER dans ce domaine, d'ailleurs. Le principe est d'essayer de porter, à chaque fois que l'on est dans une mission institutionnelle à l'étranger, de porter à connaissance des pays hôtes le savoir-faire français dans le domaine des besoins que l'on a identifiés. Si effectivement c'est le besoin solaire, on va essayer de mettre en pratique de présenter l'ensemble de l'offre intégrée française dans ce domaine. Alors là, moi, j'applaudis à deux mains, si j'ose dire, l'initiative qui vient d'être lancée sur France Solar Industrie, parce que c'est une manière d'avoir un label unifié qui permet de présenter, face à ces besoins identifiés d'un point de vue institutionnel, une offre française claire, précise, ordonnée, organisée, et qui peut répondre clairement à ces besoins. Donc, on accompagne bien sûr à 100%, 150% cette initiative qui a été à l'initiative du CER. Deuxième chose que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que au-delà de cette présentation d'offres groupées à l'international, on développe un certain nombre d'instruments, tels que par exemple ce que nous a confié le Commissariat général aux investissements en termes d'énergie décarbonée pour le grand emprunt,
où nous avons 1,275 milliard d'euros à dépenser sur les énergies décarbonées, dont le solaire. Un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt ont été lancés. Dans ces appels à manifestation d'intérêt, une ouverture a été donnée à l'international pour permettre à des technologies dont la recherche-développement a été réalisée en France de pouvoir se développer dans des marchés beaucoup plus intéressants en termes de rentabilité, en termes de climatologie, en termes de conditions pour le développement des technologies. Ça a été fait. Certains d'entre vous, qui sont sans doute dans la salle, sont bénéficiaires de ces aides pour des projets, notamment au Maroc ou en Afrique, sur ces investissements d'avenir. Autre instrument que nous avons à notre disposition également, le Club ADEME International, qui est un réseau de 130 éco-entreprises, taille intermédiaire et PME, qui n'a pas vocation à être un club, je dirais, à la manière UbiFrance, un club export, mais qui est un club de réflexion et de dialogue entre un acteur public tel que l'ADEME, un acteur d'expertise française en matière d'énergie, et puis le secteur privé, les entreprises, pour savoir justement, et ça a été dit tout à l'heure, quel type d'instrument est favorable ou serait favorable pour faire en sorte que l'offre française soit portée de meilleure manière à l'international. Par exemple, avec ce club, nous avons imaginé un certain nombre de propositions qui ont été portées dans les réflexions du COSEI, du Comité stratégique des éco-industries, qui a été lancé il y a quelque temps et qui a, au dernier Polytech, annoncé un certain nombre de mesures, notamment vers l'export. Donc cette réflexion privée-publique que nous avons avec ce club nous permet également de nous positionner dans un certain nombre de sujets stratégiques tels que l'export de l'offre française à l'international. Dernière chose que je voulais ajouter, je voulais souligner qu'on ne fait pas ça bien sûr tout seul dans son coin. On est une agence d'expertise, on n'est pas une agence d'export, on n'est pas une agence exclusivement dédiée aux entreprises, donc on doit travailler en partenariat, et on travaille en très bon partenariat depuis des années avec la DGT, avec UbiFrance, avec la DG6 sur les pôles de compétitivité, avec Oseo sur l'innovation. Tous ces partenaires, on est à côté d'eux pour les accompagner en termes d'expertise, de référencement, de vitrine à l'international. Donc tout ce que l'on peut apporter comme aide en termes d'identification des besoins issus de coopération institutionnelle et de mise en œuvre de vitrines démonstratives, technologiques, du savoir-faire français à l'international, on est partie prenante. Alors, je viens d'entendre parler à l'instant du COSEI, dont les deux présidents sont Delphine Bateau et Arnaud Montebourg. Le vice-président, c'est Jean-Claude Andréini. Ça me fait penser au PEX. Que devient le PEX, le plan export des éco-entreprises, dans tout ça? Alors, le PEX, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été lancé en 2002 et en 2007 vogue de ses propres ailes sous la forme d'une association loi 1901 qui a été créée, qui rassemble une quarantaine de membres. Le PEX est une fédération de réseaux ou de clubs d'entreprises. Donc c'est pour ça que le nombre de membres est peut-être un peu petit, mais ça représente derrière entre 5 à 6 000 entreprises du secteur de l'environnement et de l'énergie. Et ces entreprises sont la caisse de résonance, je dirais, de tout ce qui peut avoir comme initiative en termes de portage à l'international du savoir-faire français. Pas exclusivement international, il y a également une activité versus les grands groupes ou les grands comptes au niveau national, mais en l'occurrence, au niveau international, c'est une caisse de résonance pour pouvoir diffuser, disséminer l'ensemble de ces expériences, de ces expertises, de ce savoir-faire sur l'ensemble des entreprises qui voudraient exporter demain. Et donc, toutes les initiatives menées dans les différents clubs ou différents réseaux membres du PEX servent à l'ensemble de ces entreprises à pouvoir mettre le pied à l'étrier, avoir quelqu'un qui l'accompagne, qui a déjà une première expérience dans un pays et qui peut l'accompagner à ouvrir des portes, à ouvrir les bureaux des décideurs, etc. Tout cela est capitalisé au sein du PEX.
Merci Philippe Massé. Il nous reste à écouter Marie-Claude Taillandier-Thomas, qui est chargée de mission stratégique à la direction de l'international chez Oseo. Oseo, donc filiale de la BPI, cette banque qui finance l'innovation et la croissance des PME françaises, ainsi que leur développement à l'international. Quels sont les produits de financement que vous proposez aux entreprises et quels sont les critères d'éligibilité? Alors, en ce qui concerne les produits que nous proposons aux entreprises, alors, ils résultent simplement de l'histoire d'Oseo. Oseo résulte de la fusion de plusieurs structures, une structure de financement, une structure de garantie et l'ANVAR. Donc, nous soutenons les entreprises, les entreprises innovantes, nous garantissons les financements bancaires et nous finançons les entreprises par des prêts. Alors, le soutien à l'innovation, il est important, notamment dans votre filière, et Oseo est extrêmement présent. Le soutien aux entreprises sous deux formes, des subventions ou des avances remboursables. L'objectif est de permettre aux entreprises de développer des innovations pour effectivement, ultérieurement, pouvoir se développer et vendre leur savoir-faire sur le marché. Ça, c'est notre premier métier. Le deuxième, dans ce continuum de financement que nous proposons, puisque lorsque nous proposons aux entreprises innovantes des subventions ou des avances remboursables, bien évidemment, ce sont des entreprises pour lesquelles le chiffre d'affaires et la rentabilité ne sont pas toujours là, pas toujours certains. Ensuite, l'entreprise se développe et là, nous proposons des financements et des garanties pour des entreprises qui, là, sont dans un rapport d'entreprise avec un prêteur. Et là, nous avons d'une part la partie garantie, c'est-à-dire que nous garantissons les prêts bancaires, les financements bancaires, et nous garantissons, ce qui n'est pas toujours très connu, les organismes de fonds propres. Et dernier volet, nous intervenons aux côtés des banquiers pour financer les entreprises. Madame Ortiou l'a dit, le développement à l'international est un développement lent et coûteux, long, coûteux. Et donc, pour se développer à l'international, bien évidemment, mieux vaut avoir de l'argent. Et pour ce faire, Oseo a mis en place ce que l'on appelle chez nous des prêts patients, c'est-à-dire que ce sont des prêts pour lesquels on ne demande pas de remboursement immédiat, pour lesquels il y a un délai de grâce de 1 à 2 ans. Ce sont des financements qui sont des financements sans garantie et ce sont des financements qui sont destinés à financer toutes les dépenses immatérielles. C'est-à-dire, lorsque vous développez, lorsque vous allez à l'étranger, vous allez voir Ubifrance qui va vous proposer des prestations. Ces prestations-là, évidemment, elles ont un coût. Lorsque vous développez à l'étranger, vous avez bien évidemment peut-être des plaquettes à mettre dans la langue du pays. Vous avez pas mal de dépenses qui vont être occasionnées et pour lesquelles vous aurez du mal à trouver des financements classiques. Vous allez avoir un besoin en fonds de roulement qui va s'accroître du fait de votre développement. Toutes ces dépenses-là, nous les finançons. Alors, vous avez dit à l'instant, les entreprises n'ont pas toujours la surface financière ou n'ont pas toujours le chiffre d'affaires qui leur permet d'aller conquérir un marché export. Quel type d'entreprise vous visez? Quelle taille d'entreprise vous visez plus particulièrement? Alors, nous, Oseo, nous finançons toutes les entreprises. Mais en fonction du degré, je dirais, de développement de l'entreprise, nous avons des produits adaptés. C'est-à-dire, il ne sert à rien, pour les entreprises innovantes, de proposer à des entreprises des prêts lorsqu'elles sont en train de mettre en place des produits suffisamment en amont et pour lesquels la probabilité de chiffre d'affaires n'est pas encore certaine. Mieux vaut des subventions. Je pense qu'il faut être réaliste. Il faut adapter nos modes d'intervention aux besoins des entreprises. C'est là que notre intervention est pertinente. En revanche, une entreprise qui fait du chiffre d'affaires, qui se développe et qui veut se développer à l'étranger et donc accroître son chiffre d'affaires, nous espérons accroître sa rentabilité aussi, eh bien là, il n'y a pas de raison qu'on ne propose pas
un prêt, les financements, alors en complément des prêts bancaires bien sûr, puisque nous ne sommes pas des concurrents des banques, nous sommes un organisme public complémentaire des banquiers. Et là, on vient bien évidemment proposer à l'entreprise des financements adaptés, rapides à obtenir et qui lui permettront de se développer. Je pense que là aussi, il faut que l'entreprise soit consciente. Il vaut mieux anticiper un besoin important et avoir beaucoup d'argent. Enfin, j'allais dire, il vaut mieux surestimer son besoin de financement que le sous-estimer, parce que vous allez voir votre banquier une première fois avec un besoin, il vous le financera. Vous revenez parce que vous avez mal estimé vos besoins, ça sera déjà plus difficile. Donc là, et c'est pour cela qu'on est là, aux côtés des banquiers. C'est pour cela qu'on a des prêts très particuliers, sans garantie, ce qui permet au banquier, lui, de prendre des garanties sur le prêt qu'il fera à côté. Voilà. Et tous ces prêts-là, bien évidemment, nous les avons développés à l'international, alors en liaison très forte avec UbiFrance, puisque nous avons de grandes complémentarités avec UbiFrance. Nous sommes une structure fortement implantée en France avec un réseau relativement important, mais nous ne sommes absolument pas international. UbiFrance a un réseau très développé international, et c'est vrai que lorsqu'une entreprise vient nous voir pour se développer à l'international, nous nous rapprochons d'UbiFrance pour vérifier la pertinence de la démarche. Est-ce que le pays choisi est opportun et pertinent, ce qui permet à l'entreprise aussi de conforter sa démarche. On peut faire un petit focus sur le sujet de cet après-midi. Vous êtes beaucoup sollicité sur le solaire? Alors, nous sommes sollicités, j'ai quelques noms. Alors, nous avons, de soutien, j'allais dire, dans le photovoltaïque, donc, là, c'est dans le cadre du financement à innovation. Nous avons financé MPO Énergie. J'ai vu Loïc Depoix dans la salle. Nous avons financé Nexis. Nous avons financé Disa Solar, Semco Engineering. Ils sont là aussi. Voilà. Bon, je pense qu'on est... Ozeo est assez bien connu, je pense, dans le secteur. Le photovoltaïque à concentration, pour l'instant, on n'a pas financé de programme ambitieux. Et en ce qui concerne le solaire thermodynamique, Ozeo a contribué au financement de 2 installations pilotes développées par CNIM et Solar Euromed. Bon, la CNIM, on l'entendra tout à l'heure, puisqu'il est également président de la commission solaire thermodynamique du syndicat des énergies renouvelables. Ah ben, il est passé au Roger Pujol. Bon, et bien évidemment, Ozeo a également cofinancé des centrales solaires en service sur le territoire français, mais là, du coup, cofinancé en prêt. Donc oui, on voit bien qu'on est présent à travers l'ensemble de notre palette d'instruments. Sur le solaire photovoltaïque et sur l'éolien, vous êtes là depuis pratiquement 2000. C'était l'époque Jean-Luc Daniel, ça. Absolument. D'accord, alors vous avez cité, c'est bien, vous n'avez pas cité tout à fait les mêmes que Bruno Le Boulanger tout à l'heure. C'est bien, on a rétabli les choses. Juste une toute petite dernière question. Vous êtes une filiale de la BPI, je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure. Comment va s'articuler l'action? Vous avez dit tout à l'heure, Ozeo, maintenant, c'est financement, c'est garantie, c'est en VAR, donc innovation. Comment ça se répartit entre ce que la maison mère fait et ce que Ozeo fait? Donc, je vais dire Ozeo maintenant. Enfin, Ozeo, ce sont ces 3 produits. Ozeo continuera à faire son métier. Maintenant, la suite, je pense que nous la découvrirons comme vous. Simplement, ce qui est évident, c'est qu'effectivement, la BPI est une banque publique d'investissement dans laquelle on adjoint la partie financement en fonds propres, ce qui n'était pas le cas d'Ozeo. Donc là, du coup, c'est une structure qui a encore un volet supplémentaire. Maintenant, mais ce qui était le cas de la Caisse des dépôts et consignations. Maintenant, on a simplement regroupé l'equity et la dette senior. Oui, mais tout ça sous la même structure. Guichet. C'est plus pratique. Oui, exactement, voilà. Je vous avais promis de vous laisser la parole. Je vous l'ai dit, vous avez 4 ministères, vous avez 2 EPIC, vous avez... quel est votre statut alors du coup maintenant? Vous êtes EPIC? On est, je crois, EPIC. Vous êtes EPIC. Bon alors, 4 ministères, 3 EPIC, c'est à vous. Il doit y avoir un micro qui circule. Avez-vous des questions ou est-ce que tout ça était très clair? Ah, tout en haut. Waouh, vous êtes vache là avec moi. Tiens, voilà un jeune homme. Ah, Romain Poubeau, regardez, c'est monsieur solaire photovoltaïque du Cerf. Il est jeune, il court vite. Voilà. Et donc, tout en haut là-bas.
Allez-y, alors vous vous levez, je ne pense pas que les caméras puissent vous voir de là où vous êtes. Si peut-être, enfin levez-vous et présentez-vous bien s'il vous plaît. Oui, bonjour, Patrick Hubert, SolarNet. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la couverture du risque pays, c'est-à-dire que M. Lorec mentionnait notamment le Golfe. Bon, on n'a pas d'inquiétude particulière à ce stade, mais le printemps arabe a pu susciter des inquiétudes. Généralement, les projets photovoltaïques ou d'une manière générale, énergie renouvelable, sont des projets de long terme. Comment est-ce qu'on couvre le risque pays? Merci. Alors, vous avez 2 micros, répartissez-les-vous. Voilà, essayez d'en renvoyer un par ici. Philippe Lorec, le risque pays, couverture du risque pays pour répondre à SolarNet. Alors, je laisserai la parole à ma petite camarade. Alors, sachant que je n'ai pas de réponse immédiate sur la partie golf, je dirais simplement qu'on a eu un certain nombre de discussions, pour être très clair, avec la COFAS, pour justement voir un petit peu comment on pouvait appliquer les outils de couverture de risque sur la partie énergie renouvelable pure. Vous savez qu'il y a ça. Il y a un certain nombre de critères sur lesquels il faut qu'on travaille pour que justement ça soit facilement applicable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a des discussions actuellement, on va dire dans un certain cadre, pour être très très clair, avec MIGA, qui est donc la partie assurance risque, couverture risque de la Banque mondiale. Parce que vous savez que MIGA, c'est très gros, c'est un peu compliqué. Donc on essaie de regarder comment on pourra appliquer MIGA dans le domaine des énergies renouvelables, notamment en Méditerranée. L'objectif étant de commencer à de se faire la main, entre guillemets, sur l'utilisation de MIGA dans le domaine des énergies renouvelables et de tester un petit peu nos idées dans le domaine, dans la région de la Méditerranée. J'ai le micro, je peux en profiter pour deux mots. Oui, allons-y. 2 mots. Première chose, comme ça a été dit par Vincent, ça c'est un message, je pense, qui était important. J'hésite à le dire, mais il l'a dit, donc je vais le répéter. Il faut savoir une chose, c'est que maintenant, les énergies renouvelables sont considérées par l'État, par la France, comme faisant partie des grands contrats depuis quelques mois. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Il l'a dit, je crois que c'est un signal très fort, au même titre que d'autres secteurs d'activité. Je n'insiste pas, mais c'est quand même quelque chose d'important. Deuxième chose, vous avez vu, on vous a parlé de RPE, de FASEP pour les pays en développement. C'est-à-dire que pour les pays du Golfe, il va falloir qu'on travaille le sujet, puisque sous contrôle, ce n'est pas applicable en l'état, les FASEP RPE, et donc il va falloir aussi trouver des mécanismes de financement dédiés à ces pays. Et enfin, je fais un oubli malheureux, c'est que je vous ai demandé votre avis de m'envoyer des informations, je ne vous ai pas donné comment me les envoyer, donc je vous dis très rapidement mon mail, psm, plan solaire méditerranéen, psm.lorec@gmail.com. Et maintenant, je me tais. Vous avez dit que votre collègue voulait rajouter un petit quelque chose, c'est Chanty Bobin. Oui, alors sur la couverture du risque pays, c'est vrai qu'on parle risque pays, moi ça me fait penser à la COFAS, à l'assurance crédit export, assurance du risque, du risque crédit. Donc, si vous avez, je sais que des fois il y a des manques sur la couverture de risque pays. Là aussi, je vous demanderais de peut-être m'envoyer un petit peu plus quel est votre problème ou quels sont les manques de couverture que vous voyez, qu'on puisse essayer de vous répondre plus précisément. Il n'y a pas de spécialiste de la COFAS autour de la table, mais on peut relayer la question. Autre question de la salle? Oui. 2 questions. Levez-vous, présentez-vous bien, s'il vous plaît. Bonjour, Giuseppe San Giovanni, Societex, Corporate Finance. J'aurais 2 questions, en fait. La première est plutôt un commentaire. C'est-à-dire que j'ai entendu évoquer des grands projets, des grands appels d'offres à l'étranger pour des dizaines, centaines de mégas, des mécanismes d'accompagnement, mais avec des procédures administratives plutôt longues et des surfaces financières solides pour mettre en place, par exemple, par UbiFrance, ces mécanismes d'accompagnement. Maintenant, tout ça, il me semble, peut viser très bien des grandes entreprises ou des entreprises à taille intermédiaire, mais il me semble un peu moins adapté pour des PME. Et donc, est-ce qu'il y a des mécanismes ou des initiatives qui visent plus particulièrement les PME?
Alors ça, c'était la première question. Et la deuxième à laquelle je pense qu'on a déjà quand même pas mal répondu. On a beaucoup parlé des PME et des ETI, mais je pense que quelqu'un peut enfoncer le clou peut-être. Allez-y, posez tout de suite votre deuxième question. Voilà, la deuxième. Si vous voulez, le développement de l'étranger passe aussi pour des acquisitions externes. Est-ce que vous avez des initiatives ou des mécanismes pour accompagner ce genre d'initiatives? Oui. D'accord, alors qui répond sur les PME et ETI? Oui, allons-y. Oui, alors effectivement, en ce qui concerne les PME et ETI, les produits d'Oseo sont particulièrement concernent particulièrement les PME ETI. Nous avons des produits adaptés à chaque besoin de l'entreprise. En ce qui concerne l'export, par exemple, nous commençons avec des produits de toute petite taille qui sont des prêts pour l'export, qui permettent à l'entreprise de financer ses premières démarches à l'international. Donc, ce prêt pour l'export peut aller jusqu'à 150 000 €. Ensuite, il peut être complété, relayé par un contrat de développement international qui, lui, va beaucoup plus loin. Et enfin, les ETI peuvent, elles, bénéficier toujours d'un prêt-passion qui s'appelle le contrat de développement participatif, qui, lui, est un financement qui peut aller jusqu'à 3 millions €. Donc, vous voyez bien que dans le dispositif, bien évidemment, les PME et les ETI sont particulièrement bien traités par Oseo. C'est quand même notre cœur de cible. Vincent Jacob. Je vais juste terminer. Puisque j'ai le micro, je réponds à la deuxième question. La deuxième question, en ce qui concerne les implantations à l'étranger. Là encore, Oseo a ce que nous appelons une garantie de projet à l'international, qui est une garantie qui concerne les pays hors communauté européenne. Lorsque vous voulez vous implanter dans un pays hors communauté européenne, soit vous implanter, soit racheter une entreprise à l'étranger, Oseo garantit à hauteur de 50% le montant que vous investissez dans cette société à l'étranger. C'est-à-dire que nous vous garantissons contre le risque économique que vous prenez en investissant à l'étranger. Merci Marie-Claude Taillandier. Vincent Jacob pour le ministère des Affaires étrangères. Oui, tout à l'heure, Philippe Lorec évoquait les fonds souverains. Je pense que c'est un acteur important à avoir en tête par rapport à des bouclages financiers, notamment en termes de fonds propres. Il y a aussi un autre acteur qu'il faut intégrer dans nos réflexions stratégiques françaises, ce sont les fonds de capital développement ou les fonds d'investissement qui investissent dans les clean tech. Alors on est un petit peu en retrait par rapport aux anglo-saxons, mais ce sont des acteurs importants à prendre en compte, que ce soit en France ou dans les développements à l'étranger. Philippe Lorec pour la DGEC et ensuite Chanty Vaubin pour la DG Trésor. Oui, une petite remarque sur effectivement, il va y avoir un certain nombre de grands appels d'offres qui vont avoir lieu notamment dans les pays du Golfe. Effectivement, ça s'adressera essentiellement aux grands groupes, mais attention, il peut y avoir des regroupements de PME, donc ça c'est une première structure. Et deuxième chose, ces grands groupes de toute façon s'appuieront sur un réseau de PME. Donc, vous voyez, je veux dire que votre positionnement, il peut se faire de différentes façons, à différents niveaux. Et là aussi, je dirais, les différents services de l'État seront là pour vous aider dans les différentes configurations que je viens de préciser. Ces appels d'offres, vous savez quand est-ce qu'ils vont sortir? C'est la saison des appels d'offres en ce moment. C'est la saison des appels d'offres. Oui. Par exemple, en Arabie Saoudite, il va y avoir un certain nombre d'appels d'offres pour la R&D, mais de plusieurs dizaines de mégawatts qui sont lancés actuellement. Et il va y avoir aussi des appels d'offres dans l'année, plutôt fin de l'année au Qatar, et il va y en avoir aussi de nouveaux, notamment au niveau de Masdar aux Émirats Arabes Unis. Plus d'infos à la même adresse email que tout à l'heure. Chanty Vaubin pour la DG Trésor. Juste un mot pour dire, enfin c'était peut-être pas assez clair, on va réinsister dessus. Bien sûr, nos outils, nous, FASEP RPE, s'adressent à toutes les entreprises, y compris les petites entreprises et les PME, et nous sommes d'autant plus contents d'avoir de nouveaux entrants, des nouveaux porteurs de projets. Donc si vous avez un projet, les outils typiquement FASEP RPE peuvent s'appliquer à vous. D'ailleurs, j'en profite juste pour faire un peu de publicité. Nous avons une plaquette de présentation que je laisserai à l'entrée, et donc le ministère de l'économie, des finances, du commerce extérieur souhaite aider de nouvelles entreprises à l'export, donc n'hésitez pas. Ouais. Une dernière question de la salle avant de laisser la place aux ministres qui nous ont rejoints. Un vétéran des énergies renouvelables en France. Non, un pionnier. Ah oui, c'est vrai, un pionnier, oui, j'oublie toujours. Donc, Marc Vernier, un pionnier des énergies renouvelables en France. Je confirme, ça marche. Oseo, chapeau.
le Trésor chapeau. Enfin, je les ai utilisés, 8 francs, l'ADEME. Tout ça, ça marche, mais c'est compliqué. C'est compliqué. La visibilité de ce que vous faites, de la façon dont vous le faites, ça mériterait pas un guichet unique, mais enfin, ça va l'être. Bon, donc bravo. Dans cette, non, surtout pour un PME, pour une PME. Hein, je veux dire, c'est con parce que ça marche vos trucs, mais il faudrait que tout le monde puisse y avoir accès simplement à la mesure d'un patron de PME. Deuxièmement, il existait une procédure dans le temps à l'ADEME qui était un petit FASEP. Je schématise, c'est pas ça. Hein. C'était pas con, ça n'a pas marché. Mais peut-être faudrait-il reprendre cette idée, parce qu'avant de construire un FASEP, c'est quand même un gros machin. S'il y avait quelque chose qui permette d'approfondir une prospection, comme c'était le cas avec l'IPFI, ça serait très intéressant. Dernière idée, dans le renouvelable, ce qui fait gagner, c'est d'être producteur. Pour être producteur, il faut des garanties. Et avoir une garantie de paiement d'un kilowattheure sur 10 ans, ça n'est pas possible, même avec une garantie d'État. Donc si nous étions intelligents et si nous savions faire... Alors ça existe déjà chez certains bailleurs de fonds et autres, mais donnez-nous cette garantie du paiement pendant 10 ans, 15 ans de la durée de vie, et vous verrez que nous serons des acteurs performants, parce que c'est ça qui fait que le projet existe, cette garantie sur le long terme. Merci Marc Vernier, c'était pas franchement une question, là c'était un témoignage et des suggestions. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde. Je vais demander à Jean-Louis Bal de